Bonjour, je vous présente le livre de Carole Ariba sur les violences conjugales, Si seulement, sorti aux éditions Kawa en février dernier, juste après la grâce de Jacqueline Sauvage. Hasard du timing, certainement. Donc je suis là pour vous parler du livre de Carole et j'aime beaucoup en fait le sous-titre Violence conjugale, ma secte, parce qu'il y a vraiment une notion d'isolement. Oui, tout à fait. On pourrait aussi mettre isolement. Moi aussi, j'y ai pas pensé. Où en fait le pervers narcissique, avant d'en arriver aux violences physiques, commence par isoler un peu sa proie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, le pervers narcissique, normalement, ne passe pas à l'acte physique. C'est-à-dire que c'est une pathologie, puisque c'est une pathologie où le conjoint, homme-femme, parce que ça existe dans les deux cas, va insidieusement dénigrer son partenaire, va le mettre dans une forme d'emprise, mais vraiment très très sournoise. Dans le livre, je l'explique, il est en fait comme un vampire, il vous aspire votre sève et il vous vide de toute énergie. Et effectivement, lorsqu'on est un peu rebelle, ce qui était mon cas, il faut attaquer une emprise différente. Et l'emprise différente passe par les coups physiques. Et ça prend une ampleur assez importante. Le phénomène d'isolement, il s'inscrit sur la durée de la relation. C'est-à-dire qu'on est dans un truc, et c'est de là d'où intervient le terme de secte. Je dis que j'étais la seule adepte, qu'il était mon gourou, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la personne est en train de vous isoler, parce qu'elle vous auto-persuade que les gens autour de vous ne sont pas bons pour vous, vous veulent du mal, sont là pour tirer quelque chose de vous, mais aussi bien les amis que la famille. Il a réussi à ce que je me dispute avec mes parents, ce qui était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Et il a réussi en fait à faire en sorte que mon père le déteste, même pas cordialement, le déteste profondément. Et à retourner la situation en me disant que c'était à moi d'assumer mes choix, que c'était à moi de m'imposer face à mon père et qu'il fallait absolument que je prenne ma vie en main quand même, parce que j'étais une femme, mère de famille et voilà. Plus la petite fille à papa. Exactement. Etc. Et on est tellement dans un truc où déjà on est toujours en train de réfléchir à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, à ce qui va se passer quand on rentre. On se dit après tout, il a peut-être raison. Et on est dans un truc... j'ai publié récemment sur Facebook quelque chose pour expliquer ce phénomène d'emprise. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit que le cerveau était comme le compteur électrique de la maison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça disjoncte pour que la douleur physique, morale, mentale soit peut-être plus acceptable. On en prend conscience qu'une fois qu'on est sorti, en fait. Ça devient limpide. En fait, le manipulateur vous fait croire que vous êtes folle, mais finalement, on risque de le devenir. Et il finit par avoir raison quelque part. Oui, il finit par avoir raison. Moi, plusieurs fois, je l'écris aussi dans le livre, je me disais, mais en fait, il a raison. T'es complètement tarée, ma pauvre fille. Enfin, ce que tu es en train de faire. Le fait d'accepter, parce qu'on sait qu'on est en train d'accepter l'inacceptable, le fait d'accepter cette relation, on se dit, mais en fait, j'ai un problème. C'est pas lui qui a un problème, c'est moi, puisque c'est moi qui tolère tout ça. Et on est dans un schéma qui s'inverse complètement. Et qui fait que de manipuler, on passe à taré. C'est ça. Voire même se soupçonner être vous-même, la manipulatrice. Il n'y a pas un peu ce... Si, y a un peu inverse les rôles jusqu'à ce point. Oui, il y a un moment donné, c'est-à-dire que le conjoint persuade tellement que ce qui arrive est de notre faute, que s'il est comme ça, c'est à cause de nous, etc., qu'on finit par se dire, non mais il a raison en fait. Si je râlais moins, si je réclamais moins, si j'attendais moins,
si j'étais plus indépendante. Donc on essaye, puis on se rend compte que non, ça marche pas parce que c'est pas ce qu'il attend. En fait, c'est une relation, c'est de la perversion dans le sens où on est un peu, on a le rôle de mère, amante, femme, confidente, psychologue, infirmière. Enfin bon, c'est un package assez, assez énorme à porter. Ce qui m'a aussi frappée, ou je dirais plutôt ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on part d'un milieu social plutôt aisé, alors qu'on peut imaginer que les femmes battues, c'est les familles nombreuses, les familles plutôt pauvres, les familles du quart-monde. Enfin, on peut rester dans ce cliché-là, alors que vous êtes au contraire une femme indépendante, sûre d'elle, qui a un métier que vous adorez. Vous avez déjà un enfant. Enfin, vous êtes construite sainement. Vous n'êtes pas alcoolique, voilà, il n'y a aucune addiction. Non, parce qu'on peut imaginer que quand les faits divers nous relatent des faits similaires, on est souvent presque dans le cliché. Oui. Et là, vous témoignez, vous venez pas du tout du même de ces milieux-là. Et c'est un peu pour dire, ça arrive à tout le monde. Ne croyez pas que ça peut ne pas vous arriver parce que vous êtes indépendante financièrement ou parce que... Au contraire. Au contraire ? Au contraire. Ah, ça, c'est intéressant. Le pervers narcissique va toujours chercher une proie qui socialement va l'élever. C'est-à-dire que dans la perversion narcissique, c'est un caliméro en fait. Le pervers narcissique, c'est une coquille vide. Et pour se remplir, il a besoin de s'alimenter d'un entourage. Donc ce sont des amis, ce sont un travail en général qu'il n'a pas. C'est des gens qui sont incapables de travailler dans la plupart des cas et que même quand ils y arrivent, il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas, mais qui n'est jamais de leur fait ni de leur faute. Et effectivement, en ayant quelqu'un face à eux qui a fait des études ou qui est socialement d'une catégorie au-dessus de la leur, moi par exemple, il avait des amis qui étaient tous sans exception des enfants de directeurs de production, des architectes, des ingénieurs, que des gens qui socialement étaient d'un niveau élevé, on va dire, et ils se remplissaient et ils s'emplissaient pour sa mythomanie. En fait, ils alimentent leur mythomanie comme ça. Ils s'emplissaient de tout ça pour se donner et donner l'illusion, mais à la perfection, parce qu'ils savent très bien faire du mimétisme, mais qu'il était du même rang social. Après, au niveau de la violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychologique, elle a ni sexe, ni religion, ni couleur, ni catégorie socio-culturelle, professionnelle. Malheureusement, ça touche tout le monde. On est souvent face à un pervers narcissique qui a beaucoup de choses à régler avec lui-même ou sa famille, ou qui est lui-même en souffrance. Ouais. Même s'il retourne cette souffrance sur l'autre. Au fond, est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux victimes dans cette histoire ? Non, moi je ne peux pas dire qu'il y a deux victimes, dans le sens où le pervers narcissique, c'est-à-dire le nuisible, n'a même pas conscience qu'il est malade. Et encore que, moi souvent il me disait « mais je ne suis pas fou, faut arrêter de dire que je suis fou ». Et je lui disais systématiquement « mais personne n'a dit que tu étais fou, qui dit que tu es fou ?» Il me disait « non mais je sais très bien, je vois bien que les gens pensent que je suis fou ». Donc quelque part, il y avait quand même ce truc conscient, mais insoignable. Il a essayé de faire une thérapie. Au bout de 2 séances, le psy était incompétent. De toute manière, il était nul, il n'avait pas compris. On a essayé autrement. C'était la nana qui, de toute manière, le regardait bizarrement. Et puis, il avait bien compris que de toute manière, elle voulait le séduire. Enfin, pour moi, c'est incurable. Et oui, vous le dites très bien, en fait, il a besoin de quelqu'un pour un peu comme l'escabeau, quoi. Vous servez d'escabeau pour s'élever socialement, pour être meilleur vis-à-vis des autres, mais de manière complètement artificielle et surtout violente. Ah oui, puis c'est vraiment un truc, c'est un lessivage de cerveau. Au bout d'un moment, il a trouvé un emploi parce que j'ai poussé parce que j'en avais marre de tout assumer. Et dans cet emploi, il y a eu un problème. Voilà, avec une collègue qui, soi-disant, lui faisait du harcèlement sexuel. Bon, bref. Et donc, il s'est retrouvé convoqué. Et c'était des conférences dans la cuisine jusqu'à des 3h du matin où il fallait que je rédige qu'est-ce qu'il allait pouvoir dire le lendemain. J'avais pas le droit d'aller dormir. Et il a été jusqu'à me faire venir à ce rendez-vous dans l'administration publique, quand même, pour que je joue le rôle de son avocate.
Voilà. Donc je suis arrivée en me présentant comme étant maître truc. Donc assister jusqu'au bout. Assister jusqu'au bout. Et on sait que on ne doit pas le faire, on ne doit pas y aller. Mais si on ne le fait pas et qu'on n'y va pas, ce qui va se passer le soir à la maison, c'est pire. Donc, on le fait. Alors, je vais reprendre un petit passage du livre, là, en page 26. On est vraiment au tout début de l'histoire. Vous venez de le rencontrer, non, même pas. Vous ne l'avez pas encore rencontré. C'est après les premiers échanges téléphoniques. Et vous dites, je stresse, je ne comprends pas pourquoi je suis tendue. Au fond de moi, je sais que je ne dois pas y aller. Je décide d'appeler Ludovic. Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, on est comme devant un film où on a envie de prévenir l'héroïne. Surtout, n'y va pas, écoute ton instinct, n'y va pas. C'est ça. Et là, j'ai envie de vous poser la question, quels sont les signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut les détecter? Est-ce qu'on peut conseiller à d'autres personnes, attention, rien n'est bénin, il y a des mots qu'il ne faut jamais laisser, il y a des gestes qu'il ne faut jamais laisser passer, parce que c'est comme ça que ça commence. Alors, avant de le connaître, c'est vrai que c'est très, très étrange. Je me souviens, oui, très bien, là, au moment du livre, où je suis en bas de chez lui, je me souviens même pas à quoi il ressemble, puisque je ne l'ai pas vu, cette fameuse soirée où je l'ai rencontré, mais que je ne l'ai pas vu. Voilà. Il vous a rencontré. Lui m'a rencontré, m'a très bien rencontré, mais moi non. Et c'est vrai que j'arrive en bas de cet immeuble et je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi? Tu le connais pas, tu sais pas qui c'est et tu y vas, mais tu es inconsciente, ma pauvre fille. Et j'ai cette montée d'angoisse qui arrive, alors que je le connais pas. Je dis toujours, j'aurais mieux fait de me casser une jambe, ça m'aurait fait mal, mais moins longtemps. Bon, voilà, ça aurait été mieux. Et effectivement, très très rapidement, quand la relation a commencé, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui étaient fausses dans ce qu'il me disait. Je savais pas quoi, je l'explique un peu plus loin, je savais pas quoi. Faux. Mais je sentais qu'il me mentait. J'arrivais pas à l'expliquer. Et il faut se fier à son instinct, c'est certain. Et faut être. Alors après, attention, parce que des beaux parleurs, il y en a, c'est pas pour autant qu'ils sont pervers narcissiques. Donc, c'est un peu difficile de faire la part des choses, mais je dirais que à partir du moment où c'est trop dans le compliment, je veux dire, où c'est trop beau pour être vrai. Voilà, le prince charmant n'existe pas. C'est au rayon biscuit. Cendrillon est parti avec. Donc voilà, c'est à un moment donné, c'est pas possible. On peut pas être juste parfaite ou parfait. On a forcément des défauts qui font que ça va agacer l'autre. Et quand c'est trop lisse, trop parfait, trop merveilleux, trop waouh, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il se cachait jusque là? Il y a quand même un truc qui doit alerter sans forcément se dire j'ai affaire à quelqu'un qui a un problème psychologique. Et après, bien sûr, évidemment, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Le premier coup physique porté, c'est dépôt de plainte immédiat. Moi, j'ai pas porté plainte la première fois parce que j'avais peur qu'il me tue, parce qu'il m'avait étranglée juste avant et que j'ai cru que j'étais morte. C'était la scène de la boîte aux lettres? Ouais. Oui. Et c'est le jour où, en fait, je lui ai donné son passeport pour m'achever. Voilà, j'aurais jamais dû le reprendre, j'aurais jamais dû croire à cette fameuse lune de miel parce que le pervers narcissique pleure très très bien. Il sait faire ça super bien. C'est un très bon acteur finalement. C'est un super bon acteur. Ils ont tous raté leur vocation. Oui, ils sont tous acteurs. Non, je plaisante. Oui, ou alors les acteurs sont tous pervers. Ouais. Et on voit bien le cheminement et que tout, ça s'enclenche vraiment au moment où vous habitez ensemble. Parce que, en fait, vous êtes ensemble pendant 1 an ou un peu plus, un an et demi. Ça. Et c'est seulement quand vous emménagez ensemble qu'il se dévoile. Oui. En fait, ça y est, il vous a piégé. Exactement. Et vous êtes chez lui. Je crois en plus c'est chez lui. Non, c'est chez moi. Ah, c'est chez vous, d'accord. Et donc en fait, ça y est, vous êtes piégé, vous êtes enfermé. Il y a vraiment cette image de la cage, la proie dans une cage. De proie, d'araignée qui a bien tissé sa toile autour de moi et qui fait que maintenant, ça y est, il va pouvoir faire son petit cocon, bien m'envelopper. Et c'est très imagé, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et encore une fois... moi je le dis, il a absolument voulu faire les cartons pour soi-disant m'aider. Il y a eu plusieurs fois où j'ai vu qu'il rangeait mes papiers. Je me disais, waouh, c'est génial, c'est super sympa. Non, en fait, il était en train de vraiment tout bien regarder ce qui était ma vie
pour pouvoir encore mieux attaquer et mieux... En fait, tout est calculé. Il ne fait Tout est rien pour calculé. rien, il Ouais. ne dit rien pour rien. Non, tout est calculé. C'est effrayant. Oui, c'est effrayant parce que quand on est normalement, on a tous des tares, mais quand on est normalement constitué, on ne peut pas imaginer à quel point un être humain peut avoir un raisonnement aussi machiavélique. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, je me disais, bon, là, je sais, il a l'habitude de faire comme ça, donc je vais anticiper et à chaque fois, Non, il il faisait a déjà- le truc. Il a déjà une longueur d'avance. Ouais, il a déjà une longueur d'avance. Et c'est impossible à imaginer pour quelqu'un qui a un cerveau qui tourne normalement. Ce que vous dites là peut expliquer le fait que des personnes restent très longtemps avec un conjoint violent et ne s'en sortent pas, alors qu'on pourrait dire, c'est facile hein, de le dire et beaucoup plus difficile de le faire, dès les premiers mots, parce qu'il est immonde. Est-ce que je peux utiliser ce mot? Oui. Les premières phrases ou de mots d'amour. De mots d'amour MAUX. Ouais. Sont terribles. Ils vous traitent de salope et de connasse et de. Enfin. Ouais. On se dit, mais on pourrait partir ou le mettre dehors dès cet instant et lui demander d'aller voir ailleurs. Mais non, c'est pas ce qui se passe. Et donc, la victime est enfermée. Et vous dites, voilà, il a toujours une longueur d'avance. Est-ce que ça explique la durée de ce type de relation perverse, violente? C'est l'emprise, c'est exactement ce qu'on appelle ce phénomène d'emprise. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut le vivre pour le comprendre, pas du tout, au contraire. Et l'emprise, j'appelle ça c'est comme une drogue dure en fait. C'est comme un toxicomane qui a besoin de sa dose et qui, quand il ne l'a pas, est en manque. Donc à un moment donné, on sait encore une fois qu'on est en train de vivre un truc qui est totalement inacceptable, mais on a besoin de ce shoot. Quand je dis que le cerveau tourne complètement à l'envers, c'est ça. Et puis il y a des moments où c'est des hommes tout à fait charmants et où la relation est merveilleuse, ce qui fait qu'on y croit. En fait, c'est ça, c'est toujours le chaud-froid, et on se dit, bon, allez, c'était pas si grave, ça va passer. Et qu'est-ce que ce livre aujourd'hui a changé pour vous? Est-ce qu'il vous a apporté quelque chose de nouveau, un regard, une anecdote à raconter? Alors, ce livre déjà a permis, quand je l'ai reçu, j'ai dit waouh, je l'ai fait. Après, j'ai pleuré. C'est bien, j'étais toute seule, c'était génial, j'ai pu profiter de mon moment. Et j'ai eu ce sentiment de ça y est, c'est vraiment fini maintenant. Il y avait eu le combat pour Jacqueline Sauvage où je m'étais dit, bon, quand je suis partie, je me suis dit, il faut que mon histoire, elle serve au moins à une personne. J'ai fait ma page sur Facebook, il y a presque 1700 personnes dessus, donc ça ne sert pas à une personne, ça sert à plusieurs personnes. Il y a eu l'histoire Jacqueline Sauvage, bah voilà, une personne. L'épopée sauvage. L'épopée sauvage, oui. Et vous pouvez en quelques mots raconter comment vous avez eu le déclic, comment vous l'avez soutenu et comment vous avez obtenu le résultat qu'on sait? Alors, j'ai eu le déclic le 3 décembre 2015 quand j'ai vu la confirmation en appel de sa condamnation à 10 ans de réclusion, sachant qu'elle en avait déjà fait presque 3. J'ai lancé une pétition sur le site change.org le 4 décembre. Karine Plassard a lancé une pétition elle aussi. On ne se connaissait pas, on ne savait pas. 2 jours après, le site nous a contactés en nous disant voilà, vous avez une pétition qui a le même intitulé et qui marche très bien. Moi, j'avais 6000 signatures, Karine en avait 10 000 au bout de 2 jours. En utilisant juste les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez vous réunir pour impacter plus fort? Et on a dit, bah ouais, ok, on y va. Donc on s'est retrouvés toutes les deux. Le samedi suivant, Véronique et 2 amies ont organisé un premier rassemblement à Paris. Elles ont contacté toutes les personnes qui avaient lancé des pétitions sur Internet. On a été les seuls à répondre. Et c'est comme ça que c'est parti. Et on s'est rendu compte qu'il fallait faire une page de soutien pour mobiliser. Notre seul objectif, c'était, faut pas que ça passe dans l'oubli. Faut pas que ça tombe dans l'oubli. On connaît les problèmes des réseaux sociaux, c'est un buzz et ça retombe aussi vite. Donc c'était tous les jours, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut lancer comme action? Qu'est-ce qu'on a comme idée? Et on a lancé le hashtag Gracier Jacqueline Sauvage. J'ai même été devant l'Élysée me photographier en selfie. Enfin bon, voilà. Donc on a fait ça et à l'arrivée, on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu, cette grâce partielle, mais on l'a eu.
C'est une très très belle histoire. En tout cas, votre livre a servi à dépasser peut-être même ce que vos souhaits, vos espoirs, Moi, mon vos bonheur espérances. aujourd'hui, c'est de lire des commentaires de femmes, puisqu'en l'occurrence, ça touche plus les femmes, puisque j'en suis une, qui me disent grâce à vous, j'ai compris que j'avais été forte quand je l'ai quitté. Grâce à vous, j'ai réussi à porter plainte, ou grâce à vous, ça y est, enfin, je suis partie. Et ça, c'est la plus belle récompense. Alors, il n'y a pas que les femmes qui sont battues. Non. Il y a aussi des hommes qui le sont dans une proportion moindre. Les statistiques disent que, contrairement aux femmes qui succombent tous les 2 jours, une femme qui succombe tous les 2 jours au coup de son mari, un homme c'est tous les 13 jours, on va dire qu'il y en a 6 fois moins, et que les hommes battus, en tout cas déclarés, représentent 4 fois moins que les femmes. Et c'est une très bonne transition pour parler aussi de la manipulation perverse, mais dans sa version féminine, parce qu'elle existe, même si on parle beaucoup plus des hommes pervers, narcissiques et violents. Merci beaucoup, Carole Arriba. Merci à vous. Et bonne continuation pour votre livre et votre histoire. Très belle histoire. Au revoir. Au revoir.